Bon, alors moi, j'ai pas du tout le même niveau en anglais, donc je vais le faire en français. Hein. Voilà, là aussi. Mais j'ai le même en anglais. Hein. Alors, ouais. Ouais. Alors, je suis consultant en architecture logicielle et consultant indépendant et formateur essentiellement sur AngularJS. Depuis le printemps, l'essentiel de mon activité, c'est sur Angular. Beaucoup de formations, des audits, du conseil. Et là, déjà, je vais parler de deux sujets différents, mais plus courts. Et celui-ci qui me tenait à cœur, parce que c'est quelque chose que je vois qui est très mal exploité, en général, alors que ça rend, justement, ça rend beaucoup de services. C'était pas préparé. Parce qu'en général, quand on découvre Angular, on commence par le tutoriel, les exemples, on va faire des petits essais, on fait quelques requêtes HTTP dans des contrôleurs, on récupère les données, c'est très pratique, on met ça dans le scope, on fait des templates, et puis après, les données qu'on a publiées dans le scope, on va avoir besoin de les échanger à notre contrôleur, et rapidement, la petite application qu'on fait va commencer à devenir bien compliquée. On va avoir un code de plus en plus confus. Et là, on va se dire, soit c'est pas si génial que ça, soit on est passé à côté de quelque chose. Et en général, c'est à côté des services qu'on est passé parce que c'est pas tellement montré dans les exemples. Sur les petits exemples, ça se voit pas vraiment comment il faut organiser une grosse application. Mais c'est fondamental de bien utiliser les services. Je vais mettre le chrono pour savoir où j'en suis. Alors, sur une application qui n'est pas triviale, je pense qu'il faut qu'il y ait au moins 90% du code qui soit dans les services. Et peut-être même beaucoup plus. Du code JavaScript, pas les templates. Mais si vous avez tout dans les contrôleurs, c'est mal barré. Alors déjà, qu'est-ce qu'un service? Pour ceux qui ne les ont pas utilisés ou très peu, ou ceux qui n'ont pas encore attaqué avec Angular, mais ça vous servira rapidement pour faire des applications un peu costauds. Un service, ça va être un nom sous lequel on publie un singleton. Donc on va avoir le nom qui est l'étiquette qui permet de récupérer le service, et un singleton, parce que ça va être toujours le même objet. Alors, le même objet, on peut aussi publier comme service une valeur primitive, une chaîne de caractères, un nombre. Dans ce cas-là, on récupère toujours une copie de la même chaîne de caractères ou du même nombre. Ça, c'est... Les objets en JavaScript sont passés par référence, les valeurs primitives sont passées par argument. Enfin, là, il y a une copie à ce moment-là. Mais si c'est un objet, ça veut dire que du début à la fin de l'application, on récupérera toujours le même objet. Et avec les services, c'est le framework, c'est Angular qui va gérer l'injection des dépendances. Il suffit de lui dire dans un contrôleur, dans une directive, dans un autre service, qu'on a besoin de tel et tel service, en les passant comme paramètres, enfin, en les indiquant comme nom de paramètres. Et Angular, non seulement va aller injecter les services, va récupérer le service et l'injecter, mais aussi l'instancier la première fois s'il n'a pas été encore créé. Donc l'instanciation, elle est faite qu'une seule fois. Une fois qu'il est créé, le service, c'est toujours le même objet qui est renvoyé. Alors, je ne vais pas vous détailler les différentes façons de créer les services. J'avais fait un article sur Angular qui détaille ça. Là, aujourd'hui, c'est plutôt l'idée de pourquoi les utiliser. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en service? Déjà, c'est très important d'y mettre tout le code métier. On va y mettre aussi l'essentiel du code de présentation,
les requêtes, le modèle de données et un peu tout le code en fait de l'application. Le code métier, ce qui va être important dès que l'application est un peu conséquente, c'est de bien isoler les fonctionnalités. Dans une application, elle doit faire plusieurs choses. Si on écrit ça de façon éparpillée dans plusieurs contrôleurs, voire même dans les templates, ça va être très difficile à maintenir. Dès que l'application grossit, c'est ingérable et on a du coup des règles métiers qui sont un peu éparpillées, on ne sait même plus où elles se trouvent. Et quand il faut les changer, comment on fait? Quand c'est dans les contrôleurs, c'est déjà pas évident. Et dans les templates, c'est encore pire. Vous êtes peut-être en train de vous dire, dans les templates, j'en mets jamais. En fait, on en met des fois sans s'en rendre compte, des règles métiers dans les templates. On met des conditions avec des directives ng-show pour conditionner l'affichage en fonction de tel truc qui va dépendre d'une fonctionnalité de l'application, ou alors mettre des classes CSS aussi en fonction de telle autre règle. On met ça en dur dans le template, on n'a pas fait attention. Et puis après, pour aller le retrouver, enfin, il va falloir passer tous les templates, c'est assez pénible. Donc quand je dis isoler les fonctionnalités, c'est les isoler les unes des autres, mais c'est aussi regrouper tout ce qui concerne une fonctionnalité. Donc ne pas éparpiller ces différentes composantes, mais avoir ça qui est intégré sous la forme d'un service qui gère une fonctionnalité. Le code de présentation, là je vais passer vite parce que je vous montrerai des exemples après. Enfin, je détaillerai des exemples. Mais on peut se servir de services pour mettre en cache des critères, des options sur les pages, ou je vous montrerai un exemple de notification aussi. Les requêtes. Alors les requêtes au serveur, c'est vrai que dans les petits exemples, on les met dans le contrôleur. C'est pareil, ça n'a rien à faire dans le contrôleur. Le contrôleur, c'est juste la fonction d'initialisation du scope. Les requêtes doivent être faites aussi dans des services. Alors par contre, des fois, si on ne va pas les mettre en service, c'est parce que les requêtes, elles sont asynchrones. Comment on fait du coup pour faire un service qui va avoir des méthodes pour fournir des données, mais les données qui ne sont pas encore arrivées? Donc là, il y a trois possibilités. Soit le service, il peut prendre, dans chaque méthode, il peut prendre un callback, qu'il appellera quand les données seront arrivées. Soit il peut aussi renvoyer un objet ou un tableau qui sera alimenté plus tard. C'est ce que fait le service de la ressource. Ou alors renvoyer une promesse, une promise qui est un objet qui va représenter un résultat différé. Alors à ce propos, pour ceux qui les ont déjà utilisés, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans la toute dernière version d'Angular, jusque-là on pouvait les utiliser directement dans les expressions des templates, et c'est passé en deprecated, c'est même désactivé par défaut de la version 1.2 Release Candidate 3, qui est sortie il y a très peu de temps. Et voilà, si vous aviez l'habitude de l'utiliser, moi c'était mon cas, ça fait drôle. Du coup ça marche plus du tout. Bon, c'est pas très difficile à contourner, mais il faut changer un peu d'habitude. Bon, donc même pour un service qui va faire des opérations asynchrones, il y a plusieurs moyens. Après, on va utiliser celui avec lequel on est le plus à l'aise pour renvoyer des données au moment où elles arriveront. Alors le modèle de données, là aussi, le modèle de données, il n'a rien à faire dans les scopes. Enfin, on va en mettre des parties dans le scope au moment où on a besoin de l'utiliser dans le template. Mais stocker le modèle, ça doit être fait dans le service, dans des services, un ou plusieurs services. Si on a un utilisateur connecté, on aura un service qui va gérer l'utilisateur connecté, etc. pour les différentes composantes du modèle de données. Les services, ils peuvent très bien être stateful. Je vous dis, ce sont des objets qui sont conservés
tant que l'application tourne, conservé côté client, hein, évidemment. Et on récupère toujours le même objet, donc il suffit de lui mettre des propriétés qui vont être conservées. Donc un service stateful pourra avoir à la fois des données et les traitements associés. Maintenant, on verra aussi des services stateless qui peuvent être simplement des bibliothèques de fonctions ou ce genre de choses. Mais c'est pas parce que on fait du REST côté serveur, des services REST donc qui eux sont fondamentalement stateless, qu'on ne doit pas avoir des services stateful côté client. Ça n'a rien à voir, au contraire, c'est très pratique de conserver les données, déjà pour limiter le nombre de requêtes. Alors, les services, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait rassembler les fonctionnalités, mais si elles sont grosses, il ne faut pas hésiter à découper. C'est ce qui est fait dans le framework. Il faut s'inspirer de ce qui est fait, par exemple, avec les services $HTTP, qui permet de faire des requêtes HTTP à un serveur, mais qui s'appuie sur un service technique $HTTP backend qui va envoyer la requête. Le HTTP, c'est celui qui a toutes les options de configuration, mais c'est le $HTTP backend qui fait l'envoi technique de la requête. Sur le routage dans l'application, routage interne, on a un service $route qui permet de gérer la navigation entre des routes internes, qui s'appuie sur un service $location qui gère l'URL courante. Tout le framework Angular, il est très bien découpé en petits services comme ça, et c'est un bon exemple de ce qu'il faut faire. Si on a un service qui va gérer l'accès à des données, si on doit travailler, mettons, sur un dossier et qu'on a un service qui va gérer ce dossier, il va aller chercher ça du serveur, faire quelques traitements sur les données reçues pour que ce soit plus pratique pour l'affichage. Et pareil pour l'enregistrement, il va faire des traitements avant l'envoi et envoyer ça à un serveur REST qui va sauvegarder ça. Bon, là, on a deux problématiques différentes. Il y a des traitements métiers qui sont faits sur les données et il y a de la communication HTTP avec le serveur. Donc, il ne faut pas hésiter à séparer en plusieurs services, en avoir un qui fait les traitements sur les données et un autre qui sera chargé de faire les requêtes. Ce sont deux choses différentes. Et bon, c'est toujours c'est pas propre à Angular, hein, c'est le principe du single concern qui doit être appliqué au niveau de tous les objets. Single responsibility, je voulais dire. Plus les objets sont séparés et font des choses simples, plus ça va être facile à comprendre le code, mais aussi à tester. Parce que si au lieu d'avoir un gros service, on en a 3 petits, on pourra tester chacun séparément. On pourra remplacer par un service mock, un service factice, l'un ou l'autre, pour pouvoir en tester un de façon bien isolée. Donc c'est beaucoup plus pratique. Alors, 5 règles d'or sur les services qui remontent à des temps immémoriaux des débuts d'Angular, ou alors que j'ai inventé hier, je sais pas, à voir. Donc il ne faut jamais mettre de logique ou de règles métiers, ni dans les contrôleurs, ni dans les templates. Donc tout ça, ça doit aller forcément dans des services. La règle numéro 2, c'est d'oublier les événements entre les scopes. Dans la quasi-totalité des cas, ce n'est pas une bonne idée. Il faut faire un service. Et en plus, c'est beaucoup plus simple. La règle numéro 3, c'est que si on se demande s'il faudrait faire un service, c'est qu'il faut en faire un. La règle numéro 4, c'est que quand on pense qu'il ne faut pas faire un service, en fait, il faut en faire un quand même, en général. Et la 5, c'est dans les autres cas, il faut aussi faire un service.
Donc voilà, je pense que ça fait passer le message. Alors, il y a une question de noob qui revient souvent sur un mailing list. Ce n'est pas péjoratif, on est tous passés par là. C'est comment on fait pour faire communiquer deux contrôleurs. Alors, on peut répondre par une devise Shadok. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Effectivement, c'est un faux problème. Parce que ce qu'on fait avec Angular, c'est qu'on ne va pas essayer de faire communiquer des contrôleurs entre eux. Simplement, les contrôleurs partagent un même service. Ils accèdent directement à un même service. Si les données du modèle sont dans le service, la question ne se pose plus. Elle se pose uniquement si on a mal fait les choses et qu'on a mis les données dans le scope d'un contrôleur et qu'on veut y accéder depuis un autre. Alors, quelques exemples de ce qu'on peut faire avec des services et de ce que ça simplifie. Si on a une page avec des critères de recherche, on a plusieurs possibilités de filtrage local. Et comment fait-on pour garder la valeur de ces critères quand on revient sur la page? Je vous montrerai après ça. Mais on va mettre ça dans un service, puisque c'est un objet qui est conservé. Le scope de la vue, lui, quand on change de vue, il est perdu. En fait, en Angular, quand on passe d'une vue à l'autre, il va créer un scope associé à la vue. Il instancie le contrôleur donc, qui fait l'initialisation du scope, mais c'est un nouveau scope à chaque fois. On ne peut pas y conserver des données. Ou alors on va les mettre dans le root scope, qui est la racine, qui lui va rester, mais enfin, ce n'est pas une grande idée. Donc, ce qu'on peut faire, c'est tout simple, c'est créer un service. Avec la méthode value sur le module, on crée un service qu'on peut appeler search. Et ce service, c'est tout simplement un objet vide. Après ce service, on le publie dans le scope de la page dont on veut garder les critères. Et les bindings des critères, on les fait sur des propriétés de ce service. Et du coup, ils sont conservés automatiquement. La première fois que j'ai voulu faire ça, j'ai essayé le copier en jQuery dans un champ caché, tout ça. Enfin, c'était vraiment pas la bonne idée, quoi. C'était il y a longtemps, j'étais petit. Alors, si vous voulez faire de la mise en cache plus sophistiquée, il y a un service qui s'appelle $CacheFactory, qui est une factory de cache. Donc, c'est pas la peine d'essayer de réécrire un service de cache. En fait, il suffit d'appeler $CacheFactory avec un identifiant pour le cache, et puis ça fait tout le boulot. Si on veut... comment on va gérer l'utilisateur d'une application? Où il y a sûrement quelques données qu'on va peut-être afficher, puis des possibilités de conditionner, il y a peut-être des droits qui vont conditionner l'affichage. Comment on va gérer tout ça? On pourrait mettre un gros objet dans le root scope. Mais l'important, ça va être toujours de faire un service pour pouvoir l'utiliser à la fois dans les vues, mais aussi dans d'autres services. Donc, on peut créer un service user qui aura des données, le profil de l'utilisateur, et il a un ensemble de données, nom, prénom, tout ce qu'on veut. Et il va aussi avoir des fonctions qui pourront être utilisées dans d'autres services ou dans les templates. Si on a par exemple une fonction asRole pour conditionner, pour savoir si l'utilisateur a un certain rôle. Alors, il ne s'agit pas de faire la sécurité côté client. Les données ne devront pas être envoyées par le serveur si l'utilisateur n'y a pas droit. Mais en fait, plutôt que d'afficher des formulaires vides parce qu'il n'avait pas droit à données, on peut avoir envie de conditionner, ni ça, il n'avait pas droit, on veut le cacher, même si les données n'y sont pas. Donc ça peut être intéressant quand même dans certains templates de conditionner certaines parties en fonction des rôles de l'utilisateur.
Une fois qu'on a créé cet objet, si c'est quelque chose de global comme l'utilisateur connecté, il n'y a pas de problème fondamental à publier le service dans le scope de base, le $root scope. Il ne s'agit pas d'y mettre des milliers d'objets dedans, mais quelques objets vraiment globaux à l'application, ça ne pose pas de problème. Soit on peut mettre le service complet dans le root scope, soit on peut en mettre seulement une partie. C'est-à-dire s'il y a des choses qui sont plutôt qui n'ont rien, qui n'ont pas d'intérêt pour le template, mais on peut avoir ce service, il peut avoir un sous-objet, viewObject, ou alors une fonction qui renvoie ce viewObject. Donc un sous-objet qui va être publié dans le template, si vous ne voulez pas publier le service complet. Mais une fois que vous avez fait ça, ben vous avez le service qui conserve les données de l'utilisateur connecté, qui a toutes les méthodes qu'on veut pour pouvoir conditionner et faire des conditions aussi bien dans le template que dans d'autres services. Pour tout ce qui est entité persistante aussi, voilà, il y a divers patterns qu'on peut utiliser. Le pattern Active Record qui est assez classique, c'est un peu ce que fait le service de la ressource. Ça s'en rapproche pas mal. Bon, je ne vais pas les détailler, les patterns, on peut trouver plein de littérature dessus, mais on peut avoir ça dans des services. Donc Active Record, on va avoir sur chaque objet correspondant à un enregistrement, on a les différentes méthodes qui permettent de l'enregistrer, de le supprimer ou tout ce qu'on veut, qui vont permettre de manipuler l'enregistrement dans la base de données. Il y a le pattern repository, qui est celui-là, il vient plutôt du DDD, du Domain Driven Design, où on va avoir là typiquement un service qui va gérer la persistance d'un certain type d'objet. Bon, il y en a un que j'aime bien aussi, c'est le pattern Entity Home, qui est celui-là, je l'utilisais avec le framework JBoss Sim. Il y a longtemps, j'ai arrêté d'en faire, depuis que je fais de l'Angular. Et Entity Home, c'est un pattern où il y a un service qui est chargé à la fois d'avoir les méthodes d'accès pour aller chercher un certain objet en fonction de son identifiant, par exemple, pour l'enregistrer et tout, mais qui est chargé aussi de conserver l'objet. Donc c'est à la fois c'est le service qui contient l'objet courant. Si on travaille sur un dossier, il va chercher le dossier depuis le serveur, il conserve le dossier et du coup toutes les manipulations, les bindings dans les formulaires et autres se font au travers de ce service qui contient le dossier courant. C'est assez pratique comme pattern pour ce genre de choses. Il y a plein de possibilités, mais globalement, le modèle et l'accès aux données, il faut le faire dans les services. Ça n'a rien à faire dans les contrôleurs et dans les scopes. Autre exemple, pour centraliser la gestion des erreurs et les notifications faites à l'utilisateur. Là, on peut faire un service qui va afficher les notifications, simplement, qui va centraliser toutes les notifications, donc qui sont des erreurs ou d'autres choses, toutes sortes de messages. Un autre service, lui, qui gère que les erreurs et qui passe ça aux notifications, enfin qui reçoit les erreurs et qui va passer ça au service de notification. Les erreurs, on va les intercepter, enfin les erreurs, les exceptions, on les intercepte en surchargeant le service standard exception handler qui est fait pour ça. Simplement en créant un avec le même nom, qui va recevoir toutes les erreurs interceptées par le framework Angular, et qui va pouvoir passer ça au service error. Et on fait aussi un intercepteur $HTTP pour avoir les erreurs sur les requêtes HTTP. Et avec tout ça, on a un jeu de services qui vont permettre de gérer tout ce qui est notification à l'utilisateur, et en particulier les notifications d'erreurs. Le service de notification, je vais vous montrer après une démo, mais comment on peut faire ça? On peut avoir simplement des données conservées dans ce service qui sont
les messages en cours. Les messages qui vont être retirés au bout d'un certain nombre de secondes. Ça, c'est si on veut avoir des notifications comme dans Gmail, par exemple, où on a un message qui apparaît quelques secondes après qu'on ait fait n'importe quelle action. Si on supprime un mail, hop, il dit qu'il a été supprimé, mais on peut aussi annuler pour le récupérer, si on s'était trompé de mail. Donc on peut avoir une gestion du undo, la possibilité d'annuler. Et dans la vue, du coup, il suffit d'afficher simplement cette liste de messages avec le lien pour annuler. Il n'y a quasiment rien à faire. Ouais, ça je l'ai déjà dit en fait, je ne me rappelle plus que j'avais mis un slide. Alors, pour finir avant la démo de cette première partie, on va laisser la parole au Shadok. Bon, l'image n'est pas terrible parce que je n'ai pas trouvé plus grande celle-là. Mais... En fait, je vous lis le texte, quand les Shadoks se trouvaient devant un problème, ils pompaient. Ça vous le saviez, je pense. Ils avaient de grosses pompes pour les gros problèmes et des petites pompes pour les petits problèmes. Donc voilà, c'est ce qu'il faut faire avec Angular. C'est quand on a un problème, un petit problème, on va faire un petit service. Et quand on a un gros problème, on fait quoi? On fait? Non, on ne fait pas un gros service. On fait plusieurs petits services. Et oui. Ouais, la logique Shadok, ça ne marche pas toujours. Alors, une petite démo de service sur les notifications. Alors, je vous montre l'appli d'abord. Bon, c'est un site marchand tout simple, très simplifié, où on a un catalogue. Ce sont des jeux de société. J'ai mis un peu mes jeux préférés là. Donc on peut ajouter au panier. Voilà, il y a un panier avec des bindings, on peut changer la quantité si on veut. On peut revenir au catalogue, en ajouter d'autres. Hop. Et puis on peut supprimer aussi. Voilà. Mais là, il n'y a aucune notification pour l'instant. C'est ce qu'on va rajouter. Parce que là, peut-être que je me suis trompé, je ne voulais pas le supprimer. Mais c'était trop tard. Pour faire ça, j'ai fait un service de notification avec aussi un petit template. Alors le template, il n'est pas très compliqué, hein. Il y a un contrôleur, une répétition, donc c'est une liste. On va afficher plusieurs messages s'il y a plusieurs notifications en même temps. Donc on répète les éléments LI qui sont dans le tableau notification. Pour chacun, il y a un texte. Et s'il peut s'annuler, il y a un lien annulé qui annule quand on clique dessus. C'est du template assez simple. Et là, j'ai le module contenant ce service notification. Alors, le contrôleur, il est encore plus simple que le template. Il publie la liste des notifications dans le scope. La partie la plus intéressante, c'est le service, mais qui n'est même pas bien compliqué. Donc ce service notification, il a la liste des notifications en cours. Donc il y aura les messages au moment où on les met, et jusqu'à ce qu'ils disparaissent par timeout. Et il a surtout tout le code, en fait, il est dans cette fonction add qui permet d'ajouter une notification, qui prend le texte du message, une fonction d'undo et un délai pendant lequel il doit rester affiché, qui est de 5 secondes par défaut. Ce que fait cette fonction, dans la liste des notifications, elle met un nouvel objet qui contient le texte, qui contient une fonction, qui a une méthode canUndo qui indique s'il y avait une fonction d'annulation. Et s'il y a une fonction d'annulation, ça appelle cette fonction d'annulation et aussi ça supprime la notification de la liste. Une fois qu'on l'a annulée, c'est plus la peine qu'elle reste affichée. Et puis, en même temps, ça l'ajoute à la liste et ça met tout de suite un timeout qui va le supprimer de la liste des notifications au bout du délai indiqué.
Alors, comment on va utiliser ça? C'est facile. Dans le service qui gère le panier dans mon application, parce que la gestion du panier n'est pas éparpillée un peu partout, elle est dans un service. En fait, dans les contrôleurs, si je vous montre, voilà. Dans les contrôleurs, il n'y a rien. Enfin, il y a un peu moins rien qu'hier, parce que maintenant, il faut, avec les promises, on ne peut pas les mettre directement dans le scope. Mais bon, globalement, le contrôleur, juste, il prend quelque chose, il le met dans le scope. Tout est dans le service. Et mon service de gestion du panier, d'abord, on va quand même mettre le template aussi pour l'affichage, sinon on ne verra rien. On va inclure le template. Donc, ng-include src égale, il est dans partial / notification pluriel, notification, .html, et on ferme. Et la suppression d'une ligne du panier, c'est cette fonction-là, qui fait juste un delete dans la liste. Enfin, c'est un objet, donc c'est indexé par référence de l'article. Donc on va commencer par ajouter une notification. Donc je vais utiliser mon service notification. J'avais déjà ajouté le module, pour que ça aille plus vite. Il était déjà mis en dépendance et tout. Donc, notification. Bon, on va écrire article supprimé, 2 points, et donc row.game.name pour indiquer le nom. Pour l'instant, on ne met pas de fonction d'annulation et on va mettre 8 secondes. Pourquoi pas? Voilà, ben là, si je supprime, hop, j'ai ma notification qui s'affiche. Pendant 8 secondes, je peux en avoir plusieurs. Il y a un peu de travail en CSS aussi. En fait, il y a plus long de CSS que du service. Bon, et la possibilité d'annuler. On va mettre une fonction d'annulation. Donc, une fonction, ben pour annuler, c'est qu'on va remettre la ligne qu'on vient de supprimer, on va la remettre dans la liste, hein, tout simplement. Alors, ouais, sauf que là, on ne peut pas utiliser this, donc on va passer par un self qu'on déclare au-dessus. Mais globalement, il va falloir remettre ce qu'on a enlevé pour annuler. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ben oui, très juste. Une fois que je l'ai copié, ben bien vu. Donc je vais en ajouter plusieurs. Voilà, et là, quand je supprime, je peux annuler. Hop, et ça l'annule. On peut en supprimer plusieurs, annuler ce qu'on veut. On peut même changer de vue et annuler aussi. C'est les services qui gèrent ça, c'est statique de l'application, ça marche bien, quoi. Puis si j'annule pas, ben, ils disparaissent, quoi. Au bout de 8 secondes, les notifications s'enlèvent. Vous voyez, si on le prend bien, ça peut être super facile à faire. Par contre, si on l'a éparpillé dans les scopes des contrôleurs, ben on s'en sort pas, quoi. Hop,
j'ai perdu. Alors, c'est voilà. Voilà, donc ça c'était la première partie. J'en ai une deuxième. En fait, c'est la faute de Patrick, quand j'y avais proposé des sujets, et j'en avais mis plusieurs avec des ou, il a cru que c'était un E. Il m'a dit, ah, il a tout publié. Donc on va aussi parler des scopes isolés dans les directives, ce qui ira bien avec déjà ce qu'a expliqué Pavel. Alors, avant que vous me posiez la question, je suis sûr qu'il y en a qui attendent que ça. Eh bien non, on ne peut pas avoir de crédit d'impôt pour l'isolation des scopes. Aucune chance. Ça ne passera pas. Bon alors, quelques définitions pour ceux qui ne connaissent pas encore à fond Angular. Alors les scopes d'Angular, donc les scopes c'est le contexte sur lequel va être évaluée une expression. Les scopes forment une arborescence qui est liée à l'arborescence du DOM, mais il y a quand même nettement moins de scopes qu'il y a d'éléments dans la page. Ce n'est pas du 1 pour 1. Il va y avoir un scope associé à certains éléments de la page, et l'arborescence des scopes va être calquée sur celle des éléments. Par exemple, si j'ai ce template, ici avec une directive Angular ngController qui associe, qui va créer un scope pour l'élément body et initialiser ce scope avec le contrôleur appController. Pareil, sur le div qui est à l'intérieur, il y a un header controller, donc ça crée un scope pour cet élément div là. Et ça l'initialise avec le header controller. Il y a aussi un footer controller. ngView, c'est la partie qui correspond aux différentes vues quand on a une application où il y a du routage. Là aussi, ça crée un scope. Il y a en général un contrôleur associé. Donc du coup, là, on a les différents scopes qui sont tous rattachés. Hop, trompé de touche. Rattaché au scope appController. Là, vu que le div est à l'intérieur du body, son scope sera un scope enfant de celui du body. Là, le ngView est au même niveau. Ces deux scopes-là seront des scopes frères. Enfin, il y a la même arborescence qu'entre les éléments HTML. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, même si on les manipule, s'ils interviennent dans les directives, les scopes et les attributs sont liés à l'élément. Donc si une directive crée un scope isolé, par exemple, eh ben, c'est tout l'élément qui aura un scope isolé. Donc s'il y a d'autres directives sur l'élément, eh ben, elles verront aussi le scope isolé. Ce qui n'est pas sans conséquence, on va le voir. Et les attributs, pareil, les directives peuvent accéder à n'importe quels attributs de l'élément sur lequel elles sont placées. Alors il y a trois possibilités au niveau du scope. Une directive, elle va, dans l'objet de configuration de la directive, on va avoir une propriété scope qui peut valoir false, s'il n'y a rien à faire. Dans ce cas-là, on n'en met pas en général. True, ça veut dire qu'il faut créer un scope enfant, ou un objet, en général, avec des propriétés dedans, et là, ça va créer un scope isolé. Alors, pourquoi isolé? Pourquoi on l'appelle isolé? Parce que le scope enfant, il hérite des propriétés du scope parent. Il hérite, au sens d'héritage par prototype de JavaScript, enfin, c'est carrément le scope parent, c'est le prototype du scope enfant. Ce qui veut dire que quand JavaScript ne trouve pas une propriété dans le scope enfant, il va la chercher automatiquement dans le scope parent, etc. Il remonte tous les scopes parents jusqu'au root scope. Le scope isolé, il a un parent aussi, mais il n'hérite pas des propriétés du parent. C'est pour ça qu'il est isolé. Du coup, dans le scope isolé, on ne récupère aucune des données qui sont publiées dans toute sa hiérarchie de parents.
Alors du coup, le scope isolé, c'est d'ailleurs le seul cas, enfin, il a un parent quand même qui est accessible dans sa propriété $parent, et c'est le seul cas où ça peut parfois être pertinent d'utiliser $parent. Sur les scopes non isolés, ne l'utilisez jamais, ça n'a pas de sens. C'est juste une mauvaise pratique. Parce que ça veut dire qu'on crée une dépendance par rapport au design du template. Parce que le parent d'un certain scope, ben, ce ne sera pas toujours le même. Il suffit qu'on insère quelque chose qui crée un scope entre les deux, et du coup, ça va tout vous casser. Donc, si on a des scopes, un scope enfant normal qui hérite des propriétés, il n'y a jamais besoin d'accéder à $parent, puisque de toute façon, il a hérité des données. On accède directement aux données comme si elles étaient à l'intérieur du scope. Par contre, pour le scope isolé, si on a besoin d'aller chercher quelque chose qui est dans son scope parent, ben là, il faudra passer par la propriété $parent. Alors, il ne faut pas que les directives donnent des indications contradictoires. Si on a plusieurs directives sur un élément, et qu'il y en a une qui dit qu'il faut un scope enfant qui hérite du parent, et une autre, un scope isolé qui n'hérite pas, comme le scope, c'est celui de l'élément, ben c'est contradictoire. Il y aura une erreur du framework. De même, s'il y en a deux qui essayent de créer un scope isolé, chacune avec sa définition, ce n'est pas possible non plus. Donc il faut que ce que demandent les directives en termes de scope de l'élément sur lequel elles se trouvent soit compatible. Bon, heureusement, la plupart des directives ne font rien par rapport au scope. Hein. Donc ont une propriété à false. Sinon, on aurait du mal à en utiliser plusieurs à la fois. Alors, à quoi ça va servir un scope isolé? Ben, ça va permettre un nommage local des paramètres. On va créer des propriétés dans ce scope isolé. Donc là, il y a un exemple. En fait, d'habitude, je montre avec pointeur, mais avec deux écrans, c'est pas facile. Je ne sais pas comment faire. Bon. Alors, ici, dans cette directive, une directive qui affiche une carte Google Maps, on lui définit un scope isolé avec les coordonnées du centre et la valeur de zoom. Là, on a défini deux propriétés dans ce scope, deux propriétés qui s'appellent center et zoom. Et comme ça, on ne va pas directement accéder aux expressions qui sont mises dans les attributs de la directive. En fait, c'est exactement comme le fait de nommer des paramètres d'une fonction. Là, si j'ai une fonction COPY qui prend une source, une destination, à l'intérieur de la fonction, je vais utiliser source et destination, et peu importe ce qui est passé comme paramètre à l'exécution. Je n'ai pas besoin de savoir, d'aller chercher. Bon, ben là, avec le scope isolé, finalement, ça va rendre le même service. On a défini la propriété, on va voir comment on indique à Angular le fait de savoir comment récupérer la valeur de cette propriété pour la mettre dans le scope isolé. Et à l'intérieur de la directive, on va travailler uniquement sur le scope isolé. Et en plus du fait qu'il est isolé, on n'hérite pas des propriétés du scope parent. Ce qu'on y met ne sortira pas de l'élément courant. Et on est sûr de ne pas récupérer par erreur un objet qu'on modifierait par accident. Donc ça limite énormément les risques d'impact. Moi, il ne peut pas y avoir d'impact involontaire. Alors, dans quel cas on va utiliser un scope isolé? En fait, c'est pour faire un widget. Tu le reconnais peut-être? On l'a vu tout à l'heure. Donc là, c'est le cas typique d'utilisation. C'est une directive qui va créer plein de choses. Et globalement, il faut faire un scope isolé uniquement s'il n'y a pas de contenu. Parce que si l'élément a un contenu, dans lequel on peut mettre des directives avec des expressions ou autres, ben ces expressions-là, elles seront exécutées, elles seront évaluées sur le scope isolé, qui n'a pas les données. Du coup, ça n'a pas de sens. Donc globalement, si on veut que ce soit cohérent, il ne faut pas utiliser de scope isolé. Moi, je déconseille d'utiliser le scope isolé quand il y a sur un élément qui peut avoir du contenu. S'il y a un template ou autre,
ben, il y aura forcément une incohérence entre le template et les formules qu'on va y mettre et le fait que les données ne sont pas dans le scope. Alors dans ce scope isolé, les propriétés qu'on va y définir vont servir de binding, enfin, vont faire du binding sur par rapport aux attributs de l'élément HTML. Alors il va y avoir trois façons d'utiliser les attributs. On peut avoir des attributs texte. Qu'est-ce que vous voyez comme directive qui prend la valeur de l'attribut comme du texte? Il y en a quelques-unes. ngModel, non. C'est pas un bon exemple. Le ngSRC, par exemple. Le ngInclude aussi. Donc ce sont des... non, pas le ngInclude d'ailleurs. ngSRC, oui. Je ne sais plus, il y en a d'autres, mais... Enfin, ce sont les directives dont le contenu est du texte et à l'intérieur desquelles on peut mettre des doubles accolades pour avoir une partie qui est évaluée. On peut avoir aussi une directive dont la valeur de l'attribut sera considérée comme une expression qui va être évaluée pour calculer une valeur et sur laquelle on va faire du binding. Bon, ben là, ce sont la plupart des directives, hein, ngModel, ngBind, tout ce qu'on veut. Mais il y en a aussi qui prennent une expression qui ne va pas servir à faire du binding, qui ne va pas être réévaluée systématiquement. Ça va être une expression qui est déclenchée, qui sera uniquement exécutée pour réaliser une action. Ça, c'est la directive ngClick ou ngSubmit. Donc il y a une action qui est déclenchée à un moment donné sur un événement. Souvent une action de l'utilisateur. Et bien, les trois possibilités de binding du scope isolé correspondent à ces trois utilisations-là. Pour un attribut qui va être considéré comme du texte, on va précéder le nom de l'attribut, faire précéder le nom de l'attribut par un et commercial. Non, plutôt un arrobas. Donc, c'est pour plus tard le et commercial. On va y venir. Donc l'arrobas, avec le nom de l'attribut derrière, ben, ça va lui dire que la valeur de l'attribut doit alimenter la propriété. Ce n'est pas une alimentation qui est faite une seule fois, c'est un binding monodirectionnel, mais qui va être réévalué. S'il y a des expressions, ici j'ai une expression à l'intérieur de la valeur, enfin du texte, quoi, du texte qui contient le nom, et j'ai même une deuxième expression. Et bien si la valeur de first name change, ici la propriété name va changer aussi. Alors là, quand on met juste l'arrobas, sans indiquer le nom de l'attribut, c'est parce que ça va prendre le nom de propriété comme attribut. C'est un petit raccourci. Donc là, ben, ça veut dire... Enfin, hop, c'est pas ça. On a un binding dans un seul sens si la valeur du texte contenant éventuellement des expressions est modifiée, ça impacte la propriété du scope. Par contre, il n'y a pas de sens inverse. Hein, si la propriété du scope est modifiée, il ne sait pas comment aller le remettre là-dedans. Hein. Alors, dans le cas d'une expression utilisée comme une valeur, ça va être le signe égal. Pareil, on peut toujours omettre le nom de l'attribut. Ici, s'il n'y a pas le nom de l'attribut, c'est le même nom que la propriété. Donc là, ça veut dire que cette propriété du scope isolé name va correspondre exactement à la valeur de l'expression qui est dans l'attribut name. C'est un binding bidirectionnel. Ça veut dire que si user.lastName est modifié, ben ça va impacter la propriété dans le scope isolé. Et si on modifie la valeur de la propriété dans le scope isolé, ce sera Angular va aller le mettre dans user.lastName. Donc ça marche dans les deux sens, c'est très pratique. Si on veut mettre à jour la valeur de l'expression qui a été passée, il suffit de modifier la propriété locale. La dernière possibilité, c'est de déclencher une action.
déclencher une action, toujours on peut mettre le nom de l'attribut s'il est égal à celui de la propriété du scope local, du scope isolé. Comme pour le précédent, il n'y a pas de double accolade, c'est toute l'expression, enfin, c'est toute la valeur de l'attribut qui est évaluée comme une expression. Et ici, ben, ce que va mettre Angular dans cette propriété action du scope isolé, c'est une fonction qui est créée automatiquement par le framework, une fonction qu'il faut appeler pour évaluer cette expression. C'est-à-dire qu'ici, quand on va appeler scope.action, ça va exécuter removeUser. Je ne l'ai pas précisé, mais toutes les expressions évaluées ici, removeUser, là, user.lastName, ici, firstName, lastName, tout ça, c'est évalué sur le scope parent, évidemment, puisqu'il n'y a pas les données dans le scope isolé. Donc elles sont évaluées sur le scope parent. Et dans le cas de l'action, on peut passer un contexte qui va surcharger certaines propriétés du scope parent. Ici, finalement, on peut vouloir que... Alors, remove, ça va aller chercher ça ça va chercher une fonction du scope parent, qui s'appelle remove. Par contre, comme user, on va passer un certain objet qui va surcharger le user du scope parent. Donc là, on a une façon toute simple de déclencher une action qui est passée par l'utilisateur de la directive et qui peut être n'importe quelle expression. Alors sans scope isolé, je vous ai dit que les scopes isolés, on ne pouvait pas les utiliser dans tous les cas, notamment s'il y a un contenu, ça pose problème. Donc on peut très bien s'en sortir s'il n'y a pas de scope, sans utiliser de scope isolé. C'est légèrement moins pratique, mais enfin, c'est pas très compliqué non plus. Alors, dans la fonction de link de la directive, on va du coup utiliser l'élément attribut pour aller à la main chercher la valeur des attributs et éventuellement évaluer les expressions. Donc, dans le cas d'un attribut texte, on peut directement aller chercher l'objet attribut point le nom de l'attribut comme propriété, uniquement si c'est un attribut texte qui ne peut pas contenir d'expression. Parce que s'il contient une expression, si on essaye de le récupérer à la main comme ça, au moment du link, il sera égal à undefined. Et dans ce cas-là, s'il peut y avoir des expressions dedans, il faut utiliser $observe, qui est une méthode de cet objet contenant les attributs, qui va surveiller la valeur de cet attribut-là, et qui va appeler chaque fois qu'elle est modifiée une fonction qui reçoit la nouvelle valeur. Vous avez reconnu, si vous avez déjà utilisé Angular, ça ressemble à un watch. Le watch permet de surveiller une expression sur le scope. Là, ça surveille la valeur d'un attribut, mais le fonctionnement est exactement le même. Voilà. Donc on peut s'en sortir pour les attributs texte. Si on a un attribut, une expression qui va servir de valeur, et bien dans ce cas-là, sur le scope, on met un watch du contenu de l'attribut. Parce que ce que prend le watch, c'est exactement l'expression à évaluer. Donc l'expression sous forme d'une chaîne de caractères. Donc c'est la chaîne de caractères contenue dans l'attribut. Et après, ben, ça s'appelle une fonction avec nouvelle valeur, ancienne valeur, où on peut faire les traitements qu'on veut. Ça, du coup, c'est le binding dans un sens. Par contre, si depuis la directive, on veut modifier, assigner, faire une assignation par rapport à l'expression qui est fournie, dans ce cas-là, il faut utiliser le service $parse avec l'expression à évaluer, .assigne, le scope courant, enfin le scope parent, celui où il y a les données, et la valeur à affecter. On s'en sort, il y a moyen. C'est un peu moins pratique. Et pour exécuter une action, c'est presque comme pour l'assignation. On va aussi évaluer l'expression contenue dans l'attribut avec le service $parse. Et on va l'évaluer sur le scope. Et on peut même passer un objet qui surcharge certaines propriétés du scope, qui est optionnel. Donc voilà. Il y a d'autres possibilités de faire qui ne sont pas beaucoup plus longues à écrire qu'avec le scope isolé.
Je vais vous faire une petite démo, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà vue, celle-là je l'ai faite plusieurs fois, à pas mal d'endroits d'ailleurs. Donc là, une directive Google Maps, pour vous montrer quand même que c'est quand même très pratique quand on a la possibilité d'utiliser un scope isolé. Alors voilà, ma directive, elle affiche ça. En fait, je suis plus sur le bon. Il faut que je change de projet peut-être, c'est pas le même que tout à l'heure. Là, j'ai créé une directive Gmaps qui prend un attribut center avec l'expression fournissant l'objet contenant les coordonnées du centre, zoom, l'expression fournissant la valeur de zoom, et puis c'est tout. Et ça crée toute la carte qui va bien. Là en dessous, il y a le template, c'est juste les formulaires pour pouvoir afficher et saisir les valeurs du centre et du zoom. Mais la directive, à l'utilisation, tout est là. Enfin, tout est là. Non, il faut quand même lui passer des données. Alors que j'ai créé dans le scope, là j'ai créé un tableau d'objets avec center et zoom. En fait, là, tout ça c'était répété sur un tableau. C'était pour montrer qu'on pouvait en avoir deux différentes sans qu'il y ait de collision. Voilà. Donc là, la directive, ben là elle marche, mais on va revenir en arrière. Hop, on va... Meetup, c'était celle-là. Là, elle n'est pas faite. Voilà. Là, j'ai juste l'objet de définition de la directive, mais pour l'instant, un gros to-do. Et le scope à false, eh bien, on va l'écrire. Elle n'est pas compliquée. Bon, alors, là, c'est ce copier-coller, c'est ce qui est fourni dans le tutoriel de Google Maps. Donc je l'ai copié tel quel. En fait, il faut d'ailleurs pas qu'il soit tel quel, parce que là, le début, l'initialisation de l'objet, des options de la carte, ça va bien. Par contre, il faut lui passer l'élément sur lequel est appliquée la directive, et même pas exactement l'objet élément, parce que Element, c'est l'objet encapsulé en jQuery ou jQuery-Lite. Et si on passe un objet jQuery à Google Maps, il apprécie moyennement. Il faut lui passer le vrai élément DOM, donc on récupère avec Element crochet 0. Si je fais ça, ça affiche la carte avec les valeurs en dur qu'il y avait dans l'exemple de Google Maps. Donc les valeurs en dur, et bien pour les récupérer, les valeurs en dur, elles sont passées justement dans les expressions qui sont fournies par l'utilisateur de la directive. Quand il l'appelle, il appelle des expressions dans les attributs center et zoom. Donc eh bien là, on va utiliser le scope isolé qui va nous simplifier la vie. On crée un scope isolé avec une propriété center correspondant, alors là ça va être un binding à double sens, j'ai même pas besoin de le préciser parce que l'attribut s'appelle pareil, center, et zoom, deux points, au binding à double sens, on va mettre les mêmes, ce sera plus cohérent, sur l'attribut zoom ce coup-ci. Du coup là pour avoir la latitude, la latitude elle est dans scope. Scope, c'est le scope de l'élément qu'on récupère dans la fonction de link. Du coup, comme on a créé un scope isolé, c'est le scope isolé. Donc, c'est ce scope isolé avec la propriété center et point latitude. Là, vous aurez deviné, c'est scope.center.longitude. Ouais, c'est bon. Et ici, scope.zoom. Voyons voir. Ah, ça correspond à mes données, avec des valeurs de zoom différentes et tout. Si on veut que la carte soit liée dynamiquement aux données du scope, je veux que si je change la latitude ici, ça impacte
se soit reflété sur la carte. Là, ça l'a changé dans le scope externe. Hein. Et bien pour faire ça, on va surveiller. Donc je disais que ça le formulaire me changeait la valeur dans le scope. Hop, je suis pas au bon endroit. Si je ne mets pas dans la fonction de link, ça ne va pas marcher. Donc le formulaire change la valeur dans le scope externe, mais on va surveiller ça sur le scope interne, sur le scope isolé. Parce que on a notre propriété. On va commencer par le zoom, qui est un peu plus simple. Notre propriété zoom du scope isolé est un binding bidirectionnel avec la valeur de l'expression, la valeur évaluée de l'expression indiquant le zoom. Donc là, une fonction qui reçoit la nouvelle valeur, quand elle est modifiée. Et cette nouvelle valeur, il faut la mettre au niveau de la carte. C'est map.setZoom. On va la parser parce que ce qui est saisi, des fois c'est du texte et il n'aime pas toujours. C'est variable. Parse int scope.zoom. Ou value, ça revient au même. Donc là, c'est plutôt le zoom. Voilà, ici, c'est pris en compte par la carte quand je modifie la valeur du zoom. Je peux faire presque exactement la même chose. Il n'y a plus que 5 minutes. 5 minutes, c'est bon, ça passe. Center. 3 alors. Bon, 3, c'est un défi, là. Alors, le centre, c'est un objet complexe qui a des propriétés. Donc le watch, il faut lui mettre un paramètre true pour lui dire de surveiller en profondeur, de surveiller le contenu de l'objet. Et puis une fois qu'il est modifié, on va faire set center. Set center d'un objet comme ça, il faut lui passer ce genre de truc. Donc ça c'est pas un int, c'est un float. Center.lat et la même chose dans l'autre sens. Dans l'autre direction, bon, il ne veut pas mal aligner. Et il en manquait une, voilà. Du coup, voilà, j'ai aussi le binding qui se fait de ce côté. Et dans l'autre sens, si je bouge la carte, je voudrais que ça impacte le scope. C'est pas très difficile, surtout que j'ai la réponse en bas. Ouais, parce que je ne me rappelais plus la syntaxe pour mettre des listeners sur Google Maps. Donc là, c'est un événement déclenché par la carte Google Maps. On lui met un listener quand l'utilisateur ici change la valeur du zoom. Alors une petite subtilité, on va... Bon, c'est pas grave. Ouais, si, on va prendre directement la bonne réponse. Ah, j'ai perdu. Là. Alors, je vais y arriver. En fait, là, il faut dire à Angular qu'il y a eu un événement. Normalement, ça se fait en utilisant la méthode apply du scope. Mais là, il y a des collisions entre les listeners dans les deux sens. Et du coup, en le sortant du cycle de rafraîchissement, ça évite qu'il y ait des erreurs. Je le fais bref parce qu'il y a peu de temps. Donc maintenant, tout ce qu'on a à faire, une fois qu'il y a un événement qui dit que la valeur du zoom a changé, on va changer le zoom en local. On le récupère sur la carte en appelant map.getZoom.
Ça va pas marcher. Ouais. Map.getZoom. Non, ça ressemble à ça pourtant. Ah, ben oui, voilà. Il y en a qui suivent, c'est bien. Le service de leur timeout n'a pas été injecté. Donc forcément, ils ne connaissaient pas. Voilà. Là, la valeur du zoom change. Bravo. Bon, du coup, je vous passe le center, c'est pareil. Voilà. Alors on va juste prendre une question parce qu'on est en retard. Voilà. La question, alors. La question ultime. Si vous avez d'autres questions, après, vous pouvez toujours lui poser quand on sera au buffet. Je vais partir en courant. Excuse-moi, il y avait une question qui était... Il y a un mec qui s'est levé la main. Tu lui poseras la question. Je sais pas, vas-y. Paul. Juste, est-ce que tu as une idée pourquoi est-ce que la résolution des promesses a été enlevée, la résolution directement dans les templates? Est-ce qu'il y a une raison à ça, en fait? Ça, c'était plutôt une question pour Pavel, parce qu'apparemment, il est dans le coup. Ah. Bon, comme tu en as parlé, j'avais pensé que, comme tu utilisais, du coup, est-ce qu'il y a une, je pense qu'il y a une raison derrière. C'était une question de perf ou quelque chose comme ça? Ouais. Ça va faire une super transition. La raison annoncée, c'est que c'était pas tellement utilisé et que ça posait plus, enfin il y avait plus de risques de mal l'utiliser, de pas se rendre compte que c'était une promise et de se tromper. Enfin, que ça faisait une différence entre la façon de le traiter dans le contrôleur, où il faut faire attention à mettre des zen pour enchaîner les traitements une fois que la promise est résolue, et le traitement, enfin la façon de l'utiliser dans le template, où là par contre c'était transparent parce que c'était résolu par Angular. Donc il pensait que ça pouvait plus influer en erreur qu'être pratique. Enfin, c'est vrai que moi je l'utilisais et je m'en suis rendu compte hier soir quand j'ai mis à jour Angular sur la dernière version, ouf, ça marchait plus. Ouais, merci Thierry. Voilà. Merci à tous d'être venus et puis on va remercier Google parce que c'est quand même grâce à eux qu'on peut organiser ce genre de meet-up dans un lieu aussi fantastique. Donc merci à Google. Je sais qu'il y a aussi des recruteurs dans la salle, donc c'est le moment de vous manifester. Si vous voulez récupérer des développeurs AngularJS, c'est le bon endroit. Et sachez qu'on n'aura pas toujours Google pour nous aider. Donc si vous voulez sponsoriser les meet-up, n'hésitez pas à venir nous voir pour en parler. Juste un dernier point, pour ceux qui veulent faire du Angular, j'organise un événement sur Strasbourg qui s'appelle le Digital Health Camp. Et l'idée est simple, c'est de pouvoir utiliser AngularJS en prototypant des applications. Et pourquoi Digital Health Camp? Parce que on va faire ça avec des médecins qui vont venir avec des défis. Et ces défis-là, vous aurez un week-end pour les réaliser en partenariat avec des médecins. Donc je pense que c'est un lieu idéal. C'est un lieu fait pour ça. C'est typiquement un hackathon. Et donc, si vous êtes intéressé, vous allez sur le site digitalhealthcamp.eu pour voir toutes les informations. Ça aura lieu en mars. Donc voilà, vous inscrivez à la newsletter, vous aurez les informations. Les défis vont arriver bientôt. Ce que je vous invite maintenant à faire, c'est aller au buffet. C'est au premier étage, hein, c'est ça? Tu voulais rajouter quelque chose? Je voulais juste dire un grand merci à Jérôme de l'Electronic Business Group qui est venu pour filmer, pour tous ceux qui ne sont pas à Paris ou qui n'ont pas pu venir ce soir, qui vont avoir des belles vidéos. Voilà, merci BG. Et pour optimiser le petit réseautage d'après, donc qui est-ce qui cherche à recruter ou coopter des développeurs Angular? Levez la main, soyez pas timide. Ok. Donc, vous pouvez venir nous voir pour sponsoriser les prochains événements aussi.